Nouveau, ça, je suis étonné que vous n'ayez pas remarqué ça. Bon. Bien, alors, bien entendu, le sexe nouveau est arrivé. Oui, ça c'est terrifiant. Ah, oui. Ça, c'est les nouvelles sexologies, c'est effrayant. Parce que, évidemment, on essaye de suivre le mouvement de la mode et du nouveau. Mais dans le domaine du sexe, enfin, moi, je m'en sors plus. Hein. Oui. C'est plus possible, non. Oui, Parce que d'un côté, je lis un article où on m'explique qu'aujourd'hui, il faut être néo-chaste. La nouvelle chasteté, on est les moudjahidines du sexe, il paraît. Oui. La nouvelle chasteté se pratique beaucoup. Et d'un autre côté, je lis un article où on m'explique dans le même temps qu'aujourd'hui, pour être à la mode dans le sexe, il faut pratiquer le quick et faire l'amour au bureau. Le quick, c'est une façon rapide de satisfaire des envies sexuelles assez pressantes sans s'encombrer de tout ce qu'il y a au préalable. Oui. Tous ces fragments du discours amoureux, vous savez. Alors, on fait l'amour dans une cage d'escalier, dans l'ascenseur. Clémenceau disait le meilleur de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ben là, non, on le fait dans l'ascenseur. C'est beaucoup plus rapide. Oui. Bien. Vous mettez en cause les sociologues, les psychologues au début. Vous dites que la quasi-totalité des médecins de ce pays, psychiatres, psychologues et adeptes du divan inclus, avouent n'avoir jamais entendu parler de ce mal, donc la néopathie. Les sociologues pas davantage, alors même que la néopathie constitue un modèle explicatif déterminant dans l'évolution de la France depuis 20 ans. Eh bien si. Alors, M. Baudrillard, qui est à votre gauche, a parlé aussi des ravages de la nouveauté, est-ce que je me trompe, notamment dans la société de consommation, dans le système des objets, etc. et d'autres. Oui, il me semble que c'est un vieux problème de toute façon. Hein. Il est aussi vieux que le monde, c'était le problème de la nouveauté. Simplement, moi, la question que j'aurais posée à Lucas Fournier, c'est est-ce qu'on est néopathe, néomane? Enfin, quelle est la poule, quel est l'œuf là-dedans? Est-ce qu'on devient néomane parce qu'on est néopathe? Est-ce que c'est l'inverse? Enfin, quel est le cycle? Je ne sais pas ce que c'est qu'un néomane. Un néomane ou un néolâtre, oui. Un l'obsession ou l'espèce de compulsion de modernité. On devient néopathe parce qu'on baigne dans une société qui est néolâtre. Il y a un cycle de ce type-là, oui. À la naissance, le bébé, il a une pureté originelle quasi rousseauienne. Et est-ce qu'il y a une différence entre le nouveau et le néo, enfin, dans ce sens-là? Est-ce que, quand même, il n'y aurait pas quand même une véritable innovation ou une véritable dynamique du nouveau? Or, bon, elle existait sans doute, je pense au livre de Tessier Ducrot sur Louis Armand, dans une dynamique des Lumières, etc. Et est-ce qu'elle n'a pas tourné au vinaigre, enfin, ou un effet spécial comme ça d'emballement, qui fait que maintenant, effectivement, c'est une société qui a comme consommé son propre futur dès maintenant par anticipation, hein, qui est devenue hypochondriaque en fait, et qui pourrit par une espèce de futur congelé à l'intérieur déjà. Quoi. Mais nouveau et progrès, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est ça. Moi, je condamne le nouveau, mais en aucun cas le progrès. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est un peu hypocrite, vous. Hein. Mais pas du tout. Quand vous rentrez chez vous et que votre femme vous dit j'ai préparé une nouvelle... Ne vous mêlez pas de ma vie privée, s'il vous plaît. Bon, alors je rentre chez moi et ma femme me dit j'ai préparé une nouvelle recette. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait des progrès en cuisine. C'est vrai. Donc c'est un peu différent, vous voyez. Mais Jean Baudrillard, c'est ça la difficulté avec les sociologues. Est-ce qu'un livre comme ça, est-ce qu'il vous a amusé, ce livre? Sur un sujet que vous connaissez très bien. Oui, mais moi, j'atteins très vite un point de saturation. Alors là, c'est le cas. Oui, c'est-à-dire, il est drôle. Enfin, je pense que vous avez fait tout pour qu'il soit drôle, quand même s'il est très sérieux et profond aussi. Mais moi, je trouve que là, l'overdose est très vite atteinte. Dans le livre même, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est quand même un objet nouveau et il souffre peut-être de néopathie. Il est trop nouveau. Oui, je sais pas. Non, mais enfin, il y a une espèce de bande dessinée, enfin, une espèce de compilation quand même. Alors, à la fin, je ne le trouve plus très drôle. Oui, mais c'est pas un livre qui est fait pour vous. Non, parce que... Mais c'est vrai, ça. Je suis désolé, mais c'est vrai. Oui. Bon, ma maman a fait comme vous. Au 3e chapitre, elle a craqué. Mais je lui ai dit, mais jamais tu iras acheter une jupe en cuir. Une mini-jupe en cuir. Alors, les deux jeunes gens... C'est un problème de génération. Pour nous, je crois. Oui. Est-ce qu'il est fait pour vous, c'est... Oui, c'est un livre qui est probablement fait pour nous, mais je trouve qu'effectivement, à certains moments, il tape un petit peu trop sur certaines choses. Et je pense par exemple à l'esprit d'entreprise. C'est une chose dont on parle beaucoup. Et je vois qu'à toutes les lignes, on dit l'esprit d'entreprise. Alors, on est taxé de 1001 maladies très inquiétantes, néolatrie, néopathie, j'en ai oublié. Et j'aimerais bien savoir ce que pense Lucas Fournier de l'esprit d'entreprise sur le fond, en fait. Non, mais l'esprit d'entreprise, c'est terrifiant, je trouve. Oui. Non, parce que si vous voulez être chef d'entreprise, ça demande tellement d'efforts, tellement de patience, tellement de difficultés et de fatigue pour des résultats très aléatoires. Non, moi j'avoue que je suis néopathe et que ça me fait beaucoup souffrir. Je ne sais pas ce tempérament-là. Bon, Si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous êtes très néopathe.
On doit être néocritique. Hein. Oui, on va voir d'ailleurs. On va voir qu'ils le sont d'ailleurs, c'est évident. Évidemment, vous faites le portrait de néopathes qui sont très remarquables. Oui. Il y a par exemple François Léotard. Absolument. Ouais. Très remarquable. Oui, pourquoi? Parce que il concubine avec toutes les mythologies de la mode et de la modernité. Mais c'est pas un défaut, c'est un état physiologique chez lui. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui on a le culte de l'effort. Il va courir le marathon de New York, de Paris, etc. Vous êtes néopathe, il faut courir le marathon de New York, hein, de toute façon. Il semble que oui. Oui. C'est-à-dire on se faisait réformer parce qu'on avait les pieds plats. Puis, vers 35 ans, on se décide à courir le marathon. C'est une évolution intéressante. Oui. D'ailleurs, beaucoup de néopathes font ça. À 40 ans, ils se mettent à faire des choses qu'ils n'osaient plus faire à 30 ans parce qu'ils se trouvaient déjà trop vieux pour le faire. Oui. Bon, il y a Jacques Lang, néopathe. Oui, très remarquable. Très remarquable. Ah oui, très remarquable. Oui. Un néopathe de la culture qui a lui fait exploser la culture. Oui. Jadis, on se contentait de lire La Gare des Michards et puis de visiter 3 châteaux dans l'année, et puis on pouvait s'estimer un homme cultivé. Mais alors, depuis que Lang est arrivé dans la culture, ça a complètement explosé. Parce que vous prenez Jeanne Masse, vous prenez Un sauté de veau, vous prenez le dernier Baudrillard, vous agitez tout ça, et c'est de la nouvelle culture. Oui. Bon, il y a Bernard Tapie, bien entendu, qui est dans les néopathes. Oui. Bon, enfin, il y a des gens très bien, puisque j'y suis, enfin, à peu près. Ah non, vous n'êtes pas un néopathe. Quand même, enfin bon. Non, non. Alors, et puis il y a un test pour savoir si on est néopathe, et, ce qui est assez étonnant. Et par exemple, dans les questions, il y en a une qui est qui feriez-vous ressusciter? Alors, vous avez le choix entre Luis Mariano, Coluche, Andropov, Jean Genet, le petit chat d'Agnès et Denise Glaser. Alors voilà, c'est selon les réponses. Bon, Moi, maintenant. c'est Denise Glaser. Hein? Moi, c'est Denise Glaser. Denise Glaser, et vous? J'avoue, je ne connais pas la moitié des gens que vous avez. Attendez. Oh, le petit chat. Non. Non, écoutez, je sais que vous vivez à la campagne, mais quand même. Écoutez, Luis Mariano, Coluche, Andropov, Jean Genet, le petit chat Oui, mais vous d'Agnès l'avez dit trop vite, c'est pour ça. Oui. et Denise Glaser. Oui, Denise Glaser, il me semble qu'il y avait un générique avec un disque qui tournait, c'est oui. ça? Ouais, Denise Glaser aussi. oui, mais alors j'étais vraiment petit. Hein. Oui. Oui. Vous, les. Denise Glaser, je ne connais pas, moi. Oui, oui. Tu connais? C'est Discorama, voilà. Discorama. Et, voici alors la suite. Je dirais que c'est votre livre, vous, Les chemins de la réussite expliqués aux impatients, c'est le guide pratique des néopathes. Oui, tout à fait. On n'a rien contre la néopathie. Nous, Oui. on dit, Ah ben non, au finalement, contraire. On dit comment on entre dans la néopathie, mais vite. Parce que finalement, les néopathes sont pressés. Alors, un impatient qui veut réussir, qui veut devenir chef d'entreprise, star des médias, président de la République, artisan aussi, parce que certains néopathes savent conserver quelques valeurs traditionnelles. Eh bien, pour toutes ces professions, une trentaine, on donne les filières de la réussite. Oui. Alors, évidemment, il y en a une que vous connaissez très bien, c'est le grand commis de l'État, le haut fonctionnaire, puisque vous l'êtes tous les deux. Donc ça, évidemment, vous l'avez étudié particulièrement, mais comment avez-vous fait pour les chemins de la réussite, alors des artisans ou des vedettes de la télévision, ou des hommes politiques, ou des sportifs On était des petites souris, c'est-à-dire qu'on a fait parler des gens. On est allé voir les gens qui adorent parler. Vous allez voir les grandes stars, vous allez voir Broussard, vous allez voir Gainsbourg, vous allez voir les chefs d'entreprise, et vous leur dites de raconter comment ça se passe. Et à chaque fois, les questions sont très simples. Dites-moi comment on arrive là où vous êtes. Et les gens sont ravis. Vous parlez même de l'hygiène. Oui, tout à fait. Oui. On donne quelques conseils d'hygiène de la réussite et on a notamment un tableau qui vous permet de calculer votre code de stress. Et donc en additionnant les différents éléments qui peuvent être, par exemple, une contravention, la feuille des impôts, le décès d'un conjoint ou le passage chez Pivot, vous arrivez à votre code de stress. Vous êtes énarques tous les deux. Ça se guérit. Oui. Alors vous dites que la réussite, le rêve de réussite pour un énarque, c'est trouver la fille d'un énarque. Vous avez vous-même épousé la fille d'un énarque? Pas pour le moment. Pour le moment, bon. Avoir un fils énarque, c'est un peu tôt pour vous. Avoir une ligne directe avec le ministre. Vous avez une ligne directe avec Balladur? On est des petits énarques, tout petits. Ah, vous êtes énarque. Convoquer Tapie dans son bureau. Ah, ça c'est chiant. Non? Alexandre en rêvait, mais il n'y est pas arrivé encore. Avoir une voiture de fonction. Oui, mais 1h25, car les voitures sont codées. Vous avez une voiture de fonction? J'ai une... Mais dites donc, mais vous n'avez pas réussi tous les deux. Alors, il y a une confusion. On n'a jamais prétendu avoir réussi dans Oui. cette affaire. L'État d'être particulièrement pétillant. Lucas Fournier, qu'est-ce que vous pensez du livre de vos deux jeunes Eh camarades? ben, c'est un livre très réconfortant, je trouve. Oui. Parce que j'étais très inquiet en voyant la couverture et en voyant le sommaire, je me suis dit, oh là là, voilà encore un guide des nouveaux quelque chose, un guide de l'ambition. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit que pour réussir, il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler. Et,
pour devenir un grand patron en médecine, il faut faire 15 ans d'études.